Bonjour à tous et voilà pour une nouvelle vidéo. Alors, quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet. Je prépare peut-être des vidéos un tout petit peu plus longues, mais pas encore sûr, un petit peu qui seront des clés pour comprendre l'Europe et dans les quelques échanges que j'ai eu Facebook. Hein, alors évidemment, je ne vais pas prétendre que j'en ai eu des milliers qui me permettent de conclure ce que je vais dire là, mais pour les quelques-uns, j'ai cru voir d'ici de là un intérêt pour expliquer davantage des choses qui sont peut-être moins liées à l'actualité, mais qui permettrait aussi de comprendre ce qui se passe en tant que tel, c'est-à-dire sur l'euro, sa constitution, les liens entre la formation de l'euro et des réformes du marché du travail, de la protection sociale et autres. Donc voilà, alors comme je vous ai dit, hein, ce projet vidéo, j'en ai fait que trois, là c'est la quatrième. C'est un projet en cours qui s'élabore un peu au fil du temps. Et pour tous ceux et toutes celles qui sont effectivement intéressés ou qui ont la patience de m'écouter, eh ben, vos retours sur Twitter ou Facebook sont toujours les bienvenus, hein, parce ils permettent de parfaire ce projet, de le rendre plus intéressant, plus stimulant. Et voilà, tout en essayant de veiller à une présentation, comment dire, pas trop pénible. Je comptais revenir évidemment sur les affaires européennes ce jour, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé lors de l'Eurogroupe. Bien, alors, donc il y a eu un Eurogroupe, comme vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu cette actualité européenne, donc l'Eurogroupe qui est la réunion des ministres de l'économie et des finances des différents pays européens, qui, lors d'une réunion, effectivement, euh, propose, comment dire, une feuille de route, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, et c'est normalement le Conseil européen, qui est l'organe décisionnaire, qui va donner suite à cette affaire. Bon. Quels étaient effectivement les enjeux de cet Eurogroupe, on va dire, dans ce qu'on appelle la phase 1. Alors qu'est-ce que c'est que la phase 1? C'est-à-dire la situation d'urgence sanitaire et économique dans laquelle se trouvent bon nombre de pays européens, et tout particulièrement l'Italie, qui est l'un des foyers de l'épidémie et qui fait face à une situation à la fois sanitaire, économique et sociale d'une extraordinaire gravité. Pour mémoire, les Italiens ont déjà engagé plus de 70 milliards d'euros au titre de soutien de leur économie, et il s'agissait dans cette phase d'urgence de voir ce que l'Union européenne était capable de faire et de proposer. Je rappelle pour mémoire, pour faire un peu de bilan, parce que l'actualité se bouscule, je rappelle pour mémoire que l'Union européenne au départ avait traîné à agir, a laissé un peu l'Italie dans la tourmente. Madame von der Leyen s'étant fendue d'excuses récemment à ce sujet. Au départ, l'Union européenne avait évoqué un plan de 37 milliards qui était une réallocation de fonds déjà existants. Bon, évidemment, ce n'était pas à la hauteur de l'événement. Puis une pseudo-souplesse en disant que les règles budgétaires habituelles étaient abandonnées. En réalité, ça voulait dire chacun se débrouille de son côté. Et comme en plus à ça s'ajoutait l'intervention de Mme Lagarde, que certains ont jugé maladroite, pour ma part, et pour certains commentateurs italiens, je ne la juge pas maladroite, mais comme l'expression volontaire de son appartenance au camp des faucons européens, puisque c'est une candidature germano-compatible, celle de Mme Lagarde. Évidemment, les écarts de taux d'intérêt sont envolés sur les marchés, et la dette à 10 ans italienne a connu évidemment un renchérissement. Face à ça, il y a eu un deuxième temps qui était une intervention de la Banque centrale qui a dit qu'elle allait porter ses interventions à hauteur de 750 milliards sur le marché obligataire dit marché secondaire, et portant peut-être d'ici la fin de l'année
à des interventions qui dépasseraient 1000 milliards. Bon. Il est certain qu'effectivement, dans cette histoire, ce qui manquait, c'était le pilier budgétaire qui devait intervenir pour également apporter secours à l'économie. Bon, chaque État se lançant dans des plans de soutien à l'activité, plus ou moins de taille importante, le leader dans l'affaire étant l'Allemagne. Dans la situation européenne, si on regarde, sachant comme vous le savez qu'il n'y a pas de budget européen qui est capable d'apporter un soutien ou des transferts, puisque historiquement le budget de l'Union européenne est un budget qui doit être toujours en équilibre, jamais en déficit. Il n'est qu'un peu plus d'1% du PIB additionné de l'ensemble des pays, et l'essentiel va pour des fonds structurels et la politique agricole commune, donc sa capacité d'intervention étant très faible. Donc c'est très important de ne jamais oublier que toutes les fois où l'Europe annonce des sommes, il faut toujours se poser la question d'où elles viennent. Eh bien, nous verrons que ces sommes, évidemment, ce sont des fonds qui viennent des États eux-mêmes, puisque sans l'apport des États, l'Union européenne, sa capacité financière étant très faible, puisque il n'y a pas d'impôt européen, elle n'a pas une fiscalité européenne, elle a des rentrées qui restent très modestes, et parfois certaines de ces rentrées, c'était à l'époque du tarif extérieur commun, des droits de douane. Mais comme ces droits de douane se réduisent, puisque l'Europe multiplie les accords de libre-échange, les recettes disparaissent d'autant. Donc, quelle a été la réponse au niveau européen et c'était quoi le schéma géopolitique ? En gros, on se retrouvait effectivement avec deux camps. Le camp du Nord, qui était effectivement celui de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Finlande et des Pays-Bas, mais l'Allemagne, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avait laissé le mauvais rôle aux Pays-Bas, qui devaient exprimer évidemment le camp des faucons, ou que certains appellent des frugaux, en tant que tel. Donc, c'est-à-dire, leur idée, c'était que suffisamment de souplesse avait été accordée, que les taux d'intérêt, effectivement, étaient suffisamment bas, que la BCE jouait son rôle, que les règles du déficit avaient été suspendues, et que ces souplesses suffisaient largement, et qu'il n'était nul besoin d'imaginer des mécanismes, on va dire, de mutualisation des dettes. C'est-à-dire que en gros, alors cette idée qui, évidemment, énoncée à l'air simple, mais techniquement ne l'est pas, comme si soudain l'Union européenne pouvait devenir un pays et un seul qui pouvait émettre des titres de la dette. Ici, je n'entrerai pas dans les détails de la contradiction de ce système, ou peut-être même de son impossibilité, mais disons, dans l'idée, c'était de faire ça, et que on pouvait s'en tenir là, et surtout avec tout un mépris à l'égard des pays du Sud, jugeant que ces pays n'avaient pas fait ce qui était nécessaire en matière de réforme, qu'ils ne voulaient pas intervenir pour financer un système de santé qui n'était pas le leur, etc. En face de ça, les Italiens, qui eux réclamaient ce mécanisme dont la faisabilité, je dis, est discutable, qui sont les Corona Bonds, ou autrefois Eurobonds en 2011-2012, si c'est faisable, et là encore la faisabilité se discute, c'est effectivement de créer des titres de la dette européenne avec des taux d'intérêt très faibles, et en gros qui seraient comme si l'Union européenne formait un seul État et qui, effectivement, émettait des titres de la dette. Alors évidemment, dans le détail technique, c'est bien plus compliqué que ça, et sa faisabilité se discute. J'y accorderai peut-être une vidéo prochaine là-dessus pour montrer que cette espèce de martingale n'est pas si simple que ça. Et donc, les Italiens ne voulaient pas, effectivement, voulaient ces Corona Bonds, et ne voulaient pas recourir à un mécanisme qui est né en 2011-2012, 2012 très exactement, et qui a vu ses fonds lui arriver en 2013-2014, qui est le mécanisme européen de stabilité. Alors ce mécanisme européen de stabilité, il est abondé par des fonds étatiques, je veux dire, il n'a pas de fonds lui-même. Au départ, c'est une institution installée à Luxembourg, qui répond au droit international public, qui avait au départ 80 milliards de fonds propres, sur lesquels s'est ajouté 620 milliards de fonds exigibles de la part des États, que les États ont apportés par tranche, et en fait les États ont contribué à abonder ce fonds, comme on le fait avec le Fonds monétaire international, en fonction de leur poids économique.
Donc le plus gros morceau a été porté par l'Allemagne, comment dire, plus de 27%, ensuite a été apporté par la France, 20%, l'Italie autour de 17%, et ainsi de suite, les Pays-Bas autour de 5%. Bon. Et donc, et effectivement, alors si vous voulez, c'est ça qui est un peu étrange, parce qu'en fait, d'où vient cet argent, cette puissance de feu, soi-disant européenne? Eh bien, elle vient de l'apport des États. Bon. Donc, et qu'est-ce que fait ce fonds? Ben, ce fonds, il peut prendre une partie de cette masse et en faire des prêts. Ce fonds peut se rendre sur des marchés financiers et ensuite, à son tour, reprêter aux États. Donc, vous imaginez un peu l'usine à gaz, puisqu'en fait, c'est de l'argent qui vient des États, ensuite qui retourne sur des marchés financiers et qui sont ensuite reprêtés aux États. Vous voyez un petit peu la mécanique. Bon. Et mais si on veut avoir à ça, eh bien, ça doit être accompagné d'une conditionnalité. Alors, conditionnalité, c'est le mot européen qui, évidemment, qui est un euphémisme qui cache quelque chose de bien moins amusant. La conditionnalité, c'est quoi? C'est que ce type de dispositif est pensé avec on va dire, un logiciel on va dire d'inspiration libérale, d'un libéralisme à l'allemande, pour faire rapide, qui consiste à croire que la seule façon de créer de l'activité économique, eh ben, c'est de flexibiliser le marché du travail, c'est-à-dire augmenter les contrats précaires, la précarité, et c'est de réduire la dépense publique, qui est regardée dans ce monde européen comme le mal dans le monde, hein, c'est-à-dire trop de dépenses publiques, c'est pas bien, trop de dépenses publiques, ça conduit à la catastrophe, donc il faut réduire la dépense publique. Et comme la dépense publique dans les pays européens, elle s'est essentiellement concentrée dans les dépenses sociales, évidemment, bah, c'est des coupes comme les Grecs ont dû supporter dans la dépense sociale. Donc les Italiens ne voulaient pas recourir à ce machin en disant que bah, ils voulaient pas de conditionnalité. Et ils voulaient ce mécanisme dont je parlais tout à l'heure, les Corona Bonds, en espérant que effectivement ça soit une meilleure version pour. Donc il y a eu un premier Eurogroupe où finalement les positions elles étaient réconciliables et finalement est arrivé un deuxième Eurogroupe où on s'est retrouvé dans une situation où la France effectivement jouant plutôt le camp de l'Allemagne moins le camp du Sud a essayé si vous voulez de fourguer une solution intermédiaire aux Italiens en disant bon qu'ils acceptent le recours à ce mécanisme européen de stabilité mais qui serait une version allégée, et qu'en échange, dans le futur, il y aurait, quand on serait dans la phase 2, c'est-à-dire la phase de reconstruction des économies européennes, il y aurait quelque chose comme des recovery bonds, c'est-à-dire un véhicule financier qui permettrait un plan de relance commun européen. Bon, sans qu'on sache exactement la nature, de quoi il serait composé, quelles seraient ses formes, etc. Bien. Donc, à partir de là, donc les Italiens ont semblé accepter, c'est-à-dire quelque chose finalement qui paraissait comme une capitulation, c'est-à-dire eh bien d'accepter le recours au mécanisme européen de stabilité, dont seulement 240 milliards seraient mobilisés, 2% du PIB de chacun, comment dire, il y aurait 2% en fait dont le montant dont chaque État pourrait avoir correspondrait environ à 2% du PIB, ce qui reviendrait à peu près sur ces 240 milliards, quelque chose comme 37 milliards pour l'Italie. Bon. Et le temps de la crise, uniquement pour les dépenses sanitaires, et une fois que la crise serait terminée, eh bien, les obligations budgétaires que l'on sait problématiques, c'est-à-dire celles et qui conduisent à la réduction de la dépense publique avec la situation qu'on connaît. Hein. Je rappelle encore une fois qu'en 10 ans, l'Italie a réduit de 37 milliards son budget de la santé et a supprimé plus de 73 000 lits d'hôpital. Hein. Donc aujourd'hui, on voit bien que les capacités hospitalières de l'Italie se sont considérablement réduites. Alors, il y a eu un coup de théâtre en sortant de cette affaire, c'est-à-dire que une partie de la majorité italienne composée de 5 étoiles était vent debout parce qu'ils ne voulaient pas de ça. L'opposition, principalement la Ligue de Matteo Salvini, a exprimé toute sa détestation à l'égard de M. Conte. Et le premier président du Conseil, finalement, a semblé tenir un discours très particulier en disant que non, lors du Conseil européen qui va devoir se tenir après Pâques, il est hors de question de faire appel au MES, on n'en a pas besoin, dit l'Italie et autres. Donc là, on est dans une situation de confusion par rapport à ça. Donc maintenant, une fois ces événements passés, quelques mots
très rapide que l'on peut dire là-dessus. Tout d'abord, les sommes qui ont été mises en avant par la presse, et particulièrement la presse qui soutient l'orientation européenne, on a dit voilà, il y a 100 milliards qui ont été mobilisés par l'Europe à travers le programme SURE pour le chômage, partiel. Il y a, plus de 200 milliards garantis par la BEI. Et on a parlé d'une somme, et ensuite le mécanisme européen de stabilité, une somme de plus de 700 milliards. Donc on a dit, oh là là, c'est exceptionnel, vraiment, quelle somme, quelle importance et tout. Bon. Alors, évidemment, là, pour répondre à l'urgence immédiate, phase 1, ça peut donner l'impression d'être quelque chose d'important. Mais en réalité, quand on va rentrer dans la phase 2, c'est-à-dire vraiment le cœur de la crise, avec un risque de crise financière, avec un risque effectivement de spéculation sur la dette italienne, ces 700 milliards vont apparaître très vite dérisoires et ne seront pas à la hauteur de ce qui attend les économies européennes, qui est quelque chose d'inconnu depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que plus le confinement se prolonge, et plus l'activité va s'effondrer, et plus la reprise va tarder et s'étaler sur des mois, voire des années. Donc ces 700 milliards vont apparaître dérisoires. Deuxième conclusion qu'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, même les États les plus europhiles comme l'Italie, et qui le deviennent de moins en moins, on voit bien aussi que ça coince en Espagne, on voit bien que ça coince aussi au Portugal, donc le Sud aussi n'est pas content, c'est que, d'une certaine façon, on arrive à un point d'impossibilité. Cette mutualisation des dettes dont je parle est à la fois peu envisageable tant les pays du Nord ne la veulent pas, elle est peu envisageable aussi économiquement et techniquement sans entrer dans les détails, et que croire que seule la BCE, par des interventions somme toute utiles mais très classiques, pourrait suffire à elle seule de pouvoir, répondre à l'ampleur de la crise, ça devient peu probable. Donc de plus en plus est en train, dans certains pays, peut-être du Sud, peut-être moins chez nous encore, à effectivement nourrir cette idée d'une renationalisation de la dette publique, tant l'option européenne devient une impasse. L'Allemagne aujourd'hui est face à son dilemme, soit elle conserve l'euro parce que ça lui est utile pour sa compétitivité, soit elle pense qu'elle n'en a plus besoin, elle peut faire face toute seule à la crise parce qu'elle a les ressources budgétaires nécessaires et qu'elle retrouverait un nouveau marque en quelque sorte, mais pour l'instant elle n'a pas tranché. Et je crois que dans ce mouvement vers la renationalisation effectivement des dettes, surtout que cette question va se poser avec beaucoup d'acuité dans les semaines à venir, tant la violence de la crise n'est pas encore complètement perçue par tous et toutes, tant effectivement aujourd'hui on parle éventuellement d'un confinement en France qui pourrait aller jusqu'au 30 mai, c'est-à-dire l'impact économique d'un confinement pareil est absolument considérable, d'autant plus que le gouvernement n'a aucune stratégie de sortie, car rien n'est réellement pensé, donc effectivement, une situation dans laquelle on se trouverait doublement perdant, c'est-à-dire à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Et pour conclure, je crois qu'une nouvelle fois dans l'histoire, c'est la Grande-Bretagne qui ouvre la voie. Je crois que c'est une sorte de destin historique, si je puis me permettre ce genre de remarque. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, elle a été à l'origine du parlementarisme moderne, 1688. Elle est à l'origine de la révolution industrielle, 1780. Elle a conduit au départ, héroïquement, la défense des démocraties face à Hitler en 1940. Et aujourd'hui, elle a montré la voie, selon moi, avec le Brexit, parce qu'elle a bien compris que l'Union européenne devenait un jeu à somme négative, et maintenant elle montre encore une fois la voie, en revenant à quelque chose qui était un attribut naturel et normal des États, qui est la monétisation de la dette. C'est-à-dire que demain, la banque britannique va effectivement apporter directement les liquidités dont l'État britannique a besoin pour faire face aux besoins
de la crise. C'est-à-dire qu'à l'heure des périls, la Grande-Bretagne s'est retrouvée, une sorte de sens historique, et peut-être elle nous indique la voie, à deux titres, de partir, quand viendra le temps, ou peut-être maintenant, de cet ensemble qui, finalement, n'a pas la force de se changer, et qui devient de plus en plus néfaste pour ses membres, et nous faire retrouver un attribut de souveraineté qui était la monétisation des déficits que nous avons stupidement, je dis bien stupidement perdu en s'associant à cette sinistre et terrible aventure qu'est l'euro et dont les frais et les pots cassés sont largement payés par les plus vulnérables, par ceux qui ont le moins de revenus et qui sont les plus exposés. Et pour terminer cette chronique un peu longue, il est très probable que lorsque nous sortirons de cette crise, dans quelques mois, dans quelques années, la sortie de crise se fasse encore sur le dos des plus vulnérables, comme on entend déjà le représentant du MEDEF qui invite à réfléchir sur l'abandon des congés payés, sur le temps de travail, ou encore le gouvernement qui parle d'efforts pour réduire les dettes, et on sait très bien, encore une fois, comme dans la crise de 2008-2009, qui va payer et qui feront les efforts. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'effectivement, quand j'avais dit dans une première vidéo que la politique économique est un système d'équité, cela se vérifie encore, et il n'est pas impossible que ces demi-mesures ou ces mesures injustement ciblées ciblent encore et toujours les mêmes. Merci. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, c'est promis, qui sera beaucoup plus courte. Je pensais faire celle-ci plus brève, mais je crois que l'actualité m'a poussé à être un peu plus long, mais les prochaines seront peut-être un peu plus réduites. Et en tout cas, merci de votre attention et de votre fidélité pour ceux qui me suivent.